Est-ce que vous saviez que plus de 90% de vos gains en bourse ne dépendent pas des ETF et des actions que vous achetez ? On passe tous notre temps à chercher la pépite, à hésiter entre un ETF Nasdaq ou un ETF Monde, ou entre des actions Nvidia, Air Liquide. Et pourtant, c'est loin d'être ce qui compte le plus. Une étude, réalisée par 3 chercheurs américains, a démontré que la performance de votre portefeuille, elle dépend à 90% d'une seule chose, votre allocation d'actifs. C'est-à-dire la manière dont vous répartissez votre épargne entre la bourse, les livrets, etc. Et moins de 10% de la performance de notre épargne relève de nos choix à l'intérieur de ces classes d'actifs. Par exemple, de nos choix d'ETF et d'actions. Alors combien on met en actions ? 10%, 50%, 100%? Combien on met sur des livrets, sur des fonds obligataires? L'exercice qu'on va faire aujourd'hui, il est capital pour la performance de votre épargne. Dans cet épisode, je vous partage des modèles pour vous aider à construire la bonne allocation, quel que soit votre âge. Alors pourquoi cette allocation a une telle importance ? En grande partie parce qu'il y a un jour précis dans votre futur où tout va basculer. On entre dans la vie active, nos revenus décollent, ils progressent en général, sauf accident, tout au long de la carrière. Et puis là, le décrochage. Pour la plupart des salariés, c'est une perte sèche de 30 à 40% de pouvoir d'achat du jour au lendemain, au sortir de notre vie professionnelle. On en est tous conscients, c'est pour ça qu'on épargne, pour transférer de l'argent de la zone verte vie active vers la zone rouge. En partie, bien sûr, parce qu'on a souvent des projets à financer au cours de notre vie. Mais même dans ce cas-là, on s'attache plus ou moins consciemment à passer ce cap le plus sereinement possible. Et pour ça, épargner ne suffit pas. Il faut construire des stratégies pour optimiser la manière dont notre capital évolue. Le but, c'est de créer cette deuxième courbe. D'une part, pour financer nos projets, mais aussi pour prendre le relais au bon moment. Dans cet épisode, on identifie les stratégies adaptées, quel que soit votre âge, pour bien construire cette deuxième courbe. En premier lieu, il y a une règle d'or. Avant d'investir le premier euro en bourse, vous devez avoir votre matelas de sécurité. Il est là pour faire face aux imprévus. Il est généralement conseillé d'avoir 3 à 6 mois de dépenses sur un livret garanti. Il faut vraiment garder de l'argent sur un livret qui rapporte moins que l'inflation ? Ça n'est pas très ambitieux tout ça. Et justement, le meilleur investisseur, c'est celui qui panique pas. Et pour pas paniquer quand le marché chute, il faut cette sécurité. Sans elle, on est un parieur, pas un bâtisseur. Autre point crucial, l'épargne qui est destinée à financer des projets à court ou moyen terme. C'est pareil, faut la traiter à part. Si vous voulez acheter votre résidence principale dans 3 ans et mettre une partie de votre épargne dans l'apport, c'est de l'argent qui n'a rien à faire en bourse. Tout ce qui peut être anticipé comme dépense à un horizon de moins de 10 ans, comme par exemple les études de vos enfants, ou tout projet que vous pouvez prévoir, ça doit faire l'objet d'une attention spécifique. Pourquoi ? Parce que sur le marché action, si on regarde son historique de long terme, autant on peut être relativement confiant sur des périodes assez longues, autant on le voit ici sur ce graphique qui représente l'évolution de l'indice Action Monde. Une personne qui avait à mettre un projet en 2002 ou en 2008 aurait été mise en difficulté si elle n'était pas sortie progressivement plusieurs années avant. Donc toute somme qui concerne un projet à moins de 3 ans ne doit pas être en bourse. Et entre 3 et 10 ans en amont, il est nécessaire de diminuer progressivement notre exposition à la bourse et de sécuriser à travers des placements garantis. Allez, maintenant qu'on a vu ça, on passe à la répartition de nos investissements par tranche d'âge. On commence avec le profil du bâtisseur, donc de votre entrée dans le monde du travail jusqu'à environ 35 ans. Vous avez dans cette tranche d'âge 2 énormes avantages. Le premier, si on met notre graphique sur l'indice Action Monde, c'est qu'on constate que sur de longues périodes, il est bien sûr beaucoup plus probable de faire une très belle performance. Depuis que l'indice Action Monde existe, même si on remonte à sa création, il a toujours bien progressé sur de longues périodes. Ce constat, il permet, quand on a une longue période devant soi, de s'autoriser une part élevée de notre épargne allouée à la bourse. Deuxième avantage qui est énorme, c'est que vous avez toute la zone verte devant vous. Et du coup, quand on en est là, vous êtes dans une situation de sécurité forte, grâce à la somme de tous les salaires que vous allez toucher pendant 40 ans. Du point de vue de l'investisseur, plus votre sécurité est élevée grâce à ce flux de salaires futurs, plus vous pouvez vous permettre, là aussi, un niveau élevé d'action.
Je vais vous présenter 2 modèles de référence, 2 visions qui vont pouvoir enrichir votre réflexion pour construire votre allocation. D'un côté, on a le gestionnaire d'actifs Vanguard, qui n'hésite pas à monter jusqu'à 90% d'actions pour seulement 10% d'obligations. L'idée ici, c'est mathématique. Avec 30 ou 40 ans devant vous, votre capacité à absorber les crises, elle est maximale. De l'autre, on a l'économiste Burton Malkiel, qui propose une approche un peu plus diversifiée. Il suggère 70% d'actions, mais il intègre déjà 15% d'obligations, 10% d'immobilier et une petite poche de 5% de cash. C'est une vision plus patrimoniale, qui cherche à lisser la volatilité dès le départ. Alors pour la partie immobilière dans cette tranche d'âge, 2 possibilités. La première, ça peut être de commencer à payer les mensualités de la résidence principale. Chaque mensualité, une fois qu'on retranche les intérêts, elle constitue une forme d'investissement dans l'immobilier. La seconde, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Pour ceux qui veulent creuser ce sujet, il va falloir vous intéresser par exemple au SCPI, qui vous permettent d'investir dans l'IMO sans en détenir directement. Enfin, un dernier point sur cette allocation, vous pouvez bien sûr l'adapter à vos convictions. Par exemple, accentuer les obligations plutôt que l'immobilier, ou l'inverse. Ça, c'était pour l'immobilier. Pour la partie obligations, je vous en parle tout à l'heure. Mais dis-moi, 90% ou même 70% d'actions, c'est pas un peu risqué si le marché dévisse demain? Et c'est là tout l'enjeu de la réflexion à avoir. Ces modèles, c'est des bases théoriques. On a le curseur entre les 90% de Vanguard et les 70% de Malkiel, voire moins. C'est votre tolérance psychologique au risque qui va le définir. L'important à retenir, c'est que pour un bâtisseur, la littérature financière, elle s'accorde sur une prédominance forte des actifs de croissance pour capitaliser sur le long terme. Alors vous noterez que pour ces 2 modèles, on n'a parlé ni de l'or ni du Bitcoin. Je vous ferai un focus dédié à ces 2 actifs tout à l'heure. On entre maintenant dans la phase du consolideur. C'est généralement entre 40 et 55 ans. Sur cette période, vos revenus issus de l'activité professionnelle ont en général bien augmenté. Ils représentent toujours la plus grande partie de vos revenus annuels. Vous devez continuer d'avoir une gestion dynamique, mais commencer à la consolider, à sécuriser en partie et à avoir une approche plus diversifiée. Alors on regarde comment les grands modèles de gestion ajustent le curseur à ce stade. Le modèle Vanguard, il reste encore relativement offensif. Pour un investisseur qui a environ 10 ou 20 ans devant lui avant la retraite, l'allocation type, elle se déplace vers 75% d'actions et 25% d'obligations. On commence à introduire un amortisseur à travers les obligations pour réduire la volatilité, tout en gardant un moteur de croissance puissant. De son côté, le modèle Malkiel suggère une approche toujours plus prudente et plus diversifiée. La part action descend à 60%, il renforce la part obligataire à 25% et maintient une exposition à l'immobilier de 10%. Alors la littérature financière, que ce soit Vanguard ou Malkiel, elle ne vise pas à stopper le risque dans cette tranche d'âge, mais à le piloter. L'idée clé de cette phase, c'est la diversification. On cherche plus seulement la performance brute, on cherche la résilience du portefeuille. Alors comme toujours, ces chiffres sont des repères théoriques. Si une baisse de 20% de votre portefeuille vous empêche de dormir, vous devrez peut-être opter pour une allocation plus prudente que celle de Vanguard ou de Malkiel. Alors, comment investir dans les obligations quand on est un particulier? Il y a 3 principaux moyens de le faire. Premièrement, les supports à capital garanti. En France, c'est les fonds euros en assurance vie. 0 risque sur le capital, avec en contrepartie une performance moindre. Si vous nous regardez depuis la Belgique, l'équivalent, c'est l'assurance vie branche 21. En Suisse, vous avez ça dans certains 3e piliers en assurance avec garantie de capital. Et au Canada, on se tournera vers les certificats de placement garanti. Deuxième possibilité, les ETF obligataires. Là, vous achetez un panier d'obligations. Alors, c'est soumis aux fluctuations de marché. Et le capital, il est plus garanti. Leur intérêt, c'est d'être généralement décorrélé des actions, tout en offrant la vraie performance des obligations. Enfin, à mi-chemin entre les deux, on a les fonds datés. Là, vous achetez toujours un panier d'obligations, mais avec une date d'échéance fixe. C'est un bon compromis. Le risque, il est maîtrisé si vous gardez le fonds jusqu'au bout. Vous connaissez votre rendement à l'avance, peu importe les secousses de marché. Allez, on continue d'avancer dans les tranches d'âge. Nous arrivons maintenant à la phase du serein. Vous êtes à l'aube de la retraite ou déjà en train d'en profiter.
Ici, le paradigme, il change. Votre capital, c'est plus seulement un chiffre qui grimpe, il devient ou il va devenir un moteur de revenus. L'objectif prioritaire, ça devient la protection contre deux ennemis, la chute brutale des marchés et l'inflation. Alors voyons comment les modèles sécurisent cette période. Chez Vanguard, on observe une inversion totale par rapport au début de la carrière. On met environ 30 à 40% d'actions seulement pour 60 à 70% d'obligations et de monétaires. Alors pourquoi garder des actions? Pour que votre capital il continue de battre l'inflation et qu'il ne s'érode pas avec le temps. Burton Malkiel, de son côté, propose un équilibre qu'on appelle souvent le 40-40-20. Il suggère 40% d'actions, 40% d'obligations et il monte la part de l'immobilier à 15%. L'idée, c'est de générer des revenus réguliers, des dividendes, des coupons, des loyers, pour compléter votre retraite sans avoir à vendre vos actifs lors d'une mauvaise année boursière. En ayant 60 ou 70% d'actifs peu volatiles, comme le fonds euro ou les obligations d'État, l'impact d'une baisse boursière sur la totalité de votre patrimoine est amorti. La règle d'or théorique ici, c'est d'avoir toujours assez de cash ou de fonds euros pour couvrir vos besoins des 2 ou 3 prochaines années. Ça vous permet de laisser vos actions remonter tranquillement sans avoir à les vendre au plus bas. Parce qu'ici, on est généralement dans la phase de consommation du capital. Voilà pour nos différentes tranches d'âge. Je vais maintenant en venir à 2 catégories d'actifs dont on n'a pas encore parlé. Et on se penche maintenant sur l'or, puisque les 2 modèles que je vous ai présentés, Vanguard et Malkiel, n'abordent pas directement ce thème. Alors pourquoi l'or? Dans l'histoire moderne, il a souvent joué le rôle d'assurance. Il offre une importante décorrélation. Historiquement, quand les marchés d'actions paniquent et chutent lourdement, l'or a tendance à se stabiliser, voire à monter. C'est l'effet valeur-refuge. Deuxième avantage, la préservation du pouvoir d'achat. Contrairement aux monnaies papier, on ne peut pas imprimer de l'or. C'est un rempart historique contre l'inflation qui pourrait grignoter vos avoirs. Dans ce cadre, voici comment on peut envisager de l'intégrer dans un portefeuille en fonction de l'âge, en s'inspirant notamment des travaux de Ray Dalio. On est toujours dans la même logique. On augmente la part d'or au fur et à mesure de la vie. Pour la tranche des 20-35 ans, ça demeure optionnel ou marginal. De 40 à 55 ans, on commence à rechercher de la stabilité. Et à 55 ans ou plus, on recherche une forme d'assurance contre l'inflation et les krachs boursiers. Alors je précise que l'or, il n'offre pas de garantie absolue. Lui aussi, il peut baisser. Mais l'intérêt, c'est la décorrélation. Alors pour la partie crypto et notamment le Bitcoin, pour ceux qui souhaitent en intégrer dans leur allocation, je traite ça aussi à part, parce que bien sûr, ça va dépendre de votre adhésion au narratif. Là encore, je vais vous parler des allocations telles que définies par les grands gestionnaires d'actifs. Alors si on regarde des géants comme BlackRock, ils intègrent désormais le Bitcoin comme un outil de diversification, mais à des doses très précises, entre 1 et 3% du portefeuille total. Morgan Stanley, un autre géant, va de 0 à 4% en fonction de l'horizon qu'on a devant soi et de son aversion au risque, bien sûr. C'est la dose institutionnelle, pour ajouter un peu de piment, mais avec une faible exposition qui intègre à la fois les incertitudes liées à l'adoption et aussi le caractère très volatile de cet actif. À l'opposé, ARK Invest, le grand fonds américain géré par Cathie Wood, considère qu'il est opportun d'intégrer jusqu'à 19,4% de Bitcoin dans une allocation. Alors si on fait la synthèse de ces modèles et des différents travaux qui ont été réalisés, le juste milieu semble se situer aux alentours de 3 à 6% pour des investisseurs qui ont un horizon supérieur à 10 ans. Voilà pour le Bitcoin qui, on le rappelle, est bien sûr très volatile et comporte des risques de perte en capital. Alors maintenant que vous avez construit votre allocation, c'est pas tout à fait fini. Parce que ces équilibres que vous avez définis, ils vont bouger tout seuls, sans que vous l'ayez décidé. C'est vivant, ça peut se déséquilibrer. Imaginez la bourse explose, votre part d'action passe de 60 à 80% sans que vous l'ayez décidé, et bien votre portefeuille il est devenu plus risqué que prévu, à votre insu. Il faut faire un rééquilibrage. Normalement, on devrait vendre ce qui a monté pour racheter ce qui a baissé. Mais en général, ça déclenche des impôts. Donc si vous êtes en phase d'épargne, le mieux c'est de faire un rééquilibrage par vos apports. Au lieu de vendre une classe pour en acheter une autre, utilisez votre épargne nouvelle pour acheter uniquement la partie qui est en retard.
Exemple, vous touchez votre 13e mois, vous décidez de l'épargner, eh bien regardez comment votre allocation a évolué pour choisir où le mettre. On n'arrache pas les fleurs qui poussent, on arrose celles qui ont soif. C'est ça. C'est indolore, ça évite les impôts et ça remet votre allocation à l'équilibre. Vous êtes maintenant convaincu, je pense comme moi, de l'intérêt de calculer de temps en temps où vous en êtes dans votre allocation. Parfois pour l'adapter à votre âge et à vos projets, ou d'autres fois pour faire des rééquilibrages. C'est quelque chose qu'on zappe souvent, on a tendance à répartir au feeling, mais ça vaut le coup de temps en temps de faire un petit bilan pour voir où vous en êtes. Merci pour votre écoute et pour votre confiance. J'espère que ces quelques sources de réflexion vous aideront à avancer sereinement. D'ici là, restez curieux, prenez soin de vous et à très bientôt. Et pensez à vous abonner, j'en serai très honoré.